Alors, vous avez, ça va, ça se voit correctement? Oui, oui, normalement. Pour moi, oui. D'accord, c'est pas trop petit, Non. ça va. Ok. Très bien. Alors déjà, on va commencer par la définition de l'infertilité. C'est quoi l'infertilité? Alors pendant longtemps, ils ont défini ça comme étant une incapacité du couple à donc avoir des enfants sur une durée de 2 ans. Alors puis dernièrement, ils ont diminué cette durée à 12 mois. Donc c'est l'absence de grossesse après plus de 12 mois donc de rapports sexuels réguliers sans contraception. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des rapports complets, donc il faut qu'il y ait une cohabitation entre les deux personnes, qu'il y ait au moins 12 mois donc, de rapports sexuels sans prise de contraception et voilà, donc régulier. Donc, avant ces 12 mois, il n'est pas nécessaire de consulter, il n'est pas nécessaire de commencer des bilans, des bilans étiologiques, etc. Parce que nous, malheureusement, on remarque que il y a beaucoup de couples, dès qu'ils se marient, dès qu'ils passent 2, 3 mois, il y a le stress de l'infertilité qui commence à les ranger et ils partent, ils commencent à faire une batterie de bilans qui sont très chers, qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, qui sont inutiles. Pourquoi inutile? Parce qu'on considère que il faut cette durée de 12 mois pour aller commencer à faire ces bilans-là. Sinon, c'est une perte d'argent, une perte de temps. Donc, déjà, donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il faudrait déjà commencer à rassurer vos parents. Si vous avez des parents comme ça qui vous posent des questions sur une supposée infertilité, il faut les rassurer. Avant 12 mois, il n'est pas nécessaire de faire des bilans d'exploration d'une infertilité parce que ce n'est pas encore une infertilité. Alors après, il faut savoir que bien sûr, si la patiente elle a plus de 35 ans, donc vous savez qu'à partir de 35 ans, déjà à partir de 30 ans, il y a la réserve folliculaire qui commence à diminuer, mais à partir de 35 ans, c'est encore pire. Donc il faudrait déjà, donc ces patientes-là qui ont une réserve, qui ont plus de 35 ans ou qui ont un antécédent d'infertilité ou des facteurs de risque, là on ne va pas s'amuser à attendre 12 mois. Donc les patientes qui ont un certain profil, on n'attend pas forcément 12 mois. Donc là, on va peut-être attendre 5, 6 mois, puis commencer à faire les bilans comme ça pour être sûr que s'il y a un problème, on va prendre en charge ce problème assez tôt. Pour le reste des patients, c'est-à-dire les patients qui sont jeunes, qui n'ont aucune pathologie, donc le mari n'a pas de pathologie, là, il faut attendre 12 mois pour parler d'infertilité. Après, il ne faut pas parler aussi de stérilité, parce que stérilité, c'est une incapacité à avoir des enfants définitifs. Et infertilité, c'est juste sur une durée de 12 mois et qui est souvent réversible parce qu'il y a beaucoup de traitements possibles. Il y a les techniques de PMA qui ont évolué. Donc, il faut éviter de parler de stérilité avec les couples parce que psychologiquement, ça les, voilà, ça les atteint. Donc, il faut distinguer. On a l'infertilité primaire, donc c'est un couple qui n'a jamais eu d'enfant. On a l'infertilité secondaire, c'est un couple qui a soit eu d'autres grossesses, fausse couche, GU, IVG, donc tout ça c'est une grossesse quand même, une GU. Donc on considère qu'il y a une fécondation, donc il y a un ovocyte, il y a un spermatozoïde qui sont matures, qui ont pu faire donc toutes les étapes de la fécondation. C'est juste qu'il y a un problème soit au niveau des trompes, voilà, qui a fait, soit c'est un accident qui a fait qu'il y a eu cette grossesse extra-utérine. Ou alors les couples qui ont déjà été mariés avant donc avant avec un autre partenaire et qui a eu donc des enfants. Alors l'épidémiologie c'est 15%. Voilà, il y a beaucoup de couples qui vont consulter pour des difficultés à concevoir. Les facteurs de risque. Alors les facteurs de risque d'infertilité. Déjà donc on a les causes masculines, on a les causes féminines, on a les causes masculines, on a les causes mixtes. On a ensuite quand on trouve aucune cause, là on dit que c'est idiopathique. Voilà, nation. Donc les causes féminines, donc ça c'est très très important. Le premier facteur de risque, c'est l'âge. Voilà pourquoi, parce que maintenant on a tendance à donc accomplir nos projets personnels, donc voilà, faire et tant mieux, voilà. Donc l'âge du mariage, c'est un peu plus avancé par rapport à avant. Ou avant, les femmes, elles se mariaient plus vers 18 ans, 19 ans, donc il y avait moins de problèmes de conception. Alors là, vu que l'âge s'est avancé, il y a plus de consultations d'infertilité. Donc l'âge maternel, c'est un gros facteur de risque parce que, comme je vous ai déjà expliqué, la réserve folliculaire elle commence à baisser à partir de 35 ans.
Donc, il y a une sorte d'atrophie ovarienne qui commence à partir de 35 ans. Après, ça ne veut pas dire que 45 ans, on ne peut pas avoir d'enfant. Il y a des femmes qui vont avoir un enfant à 50 ans. Voilà, mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes peuvent avoir. Donc, on a des patients qui viennent consulter à 42 ans pour un désir de grossesse, qui n'a pas beaucoup de follicules, qui vous dit oui, j'ai une cousine qui a eu un enfant à 45 ans. Non. Il y a des exceptions, mais à partir de 35 ans, la réserve diminue et puis à partir de 40 ans, c'est encore plus difficile. D'ailleurs, l'âge, la limite d'âge pour la PMA, pour une fille, etc., c'est 42 ans. Pourquoi? Parce qu'à partir de 42 ans, c'est quasiment beaucoup d'échecs. Voilà. Donc, la fertilité maximale dans les environs de 25 ans, elle commence à chuter vers 35 ans. Elle est presque nulle vers 47 ans, par diminution physiologique de la réserve ovarienne. Alors, le poids aussi, il est très, très important. Donc, un IMC qui est supérieur à 30 diminue par 4, c'est énorme. Donc, ça diminue par 4 les chances de grossesse. Par rapport à, voilà, il y a aussi un IMC qui est trop bas, mais c'est surtout le surpoids et l'obésité qui font que, voilà, font partie de ces causes, de ces étiologies de la fertilité. Donc, le tabac, dose dépendant, il diminue les chances de grossesse, il augmente les risques obstétricaux, comme on l'a vu dans les autres cours, il augmente les risques de diabète, il augmente les risques de prééclampsie, il augmente le risque d'HRT, il augmente le risque de grossesse extra-utérine. Donc le tabac, c'est un gros facteur de risque. Ensuite, on a les causes endocriniennes. Avec troubles de l'ovulation, c'est quoi? C'est le OPK, parce qu'il faut savoir que chez les patients qui sont suivis pour OPK, souvent, il y a ce qu'on appelle une dysovulation ou une anovulation. C'est-à-dire que c'est une patiente qui va avoir des cycles, elle va avoir ses règles, comme les autres femmes, mais elle n'aura pas ovulé. D'ailleurs, généralement, c'est des règles qui vont être espacées par rapport aux autres femmes. Ou alors, donc, les causes tubaires, c'est tout ce qui est endométriose, tout ce qui est antécédent d'infection génitale haute. Alors, les causes masculines, on a les facteurs généraux, l'âge, le tabagisme, l'alcoolisme, prise de drogue, la chaleur. Pourquoi la chaleur? Parce qu'il faut savoir que donc, si les testicules restent dans un environnement trop chaud pendant trop longtemps durant la journée, ils vont être incapables de produire des spermatozoïdes qui vont être donc, capables de féconder. D'ailleurs, après, je vais vous parler des techniques. Bon, je pense que vous avez fait contraception. Je ne sais pas si c'est à moi de le faire, je pense que ce n'est pas à moi de le faire. Donc, parmi les techniques de contraception, il y a une technique pour les hommes qui va consister à relever les testicules. Et en relevant les testicules tout près du corps, il y a une augmentation parce qu'il faut savoir que les testicules, ils sont en dehors du corps pour ça. Parce que s'ils sont trop près du corps, ils vont avoir la température du corps. Et dès lors où la température augmente, il va y avoir donc une diminution temporaire, bien sûr, c'est pas définitif, il va y avoir une diminution temporaire donc de la spermatogénèse et il va y avoir des problèmes du spermogramme. Donc, si on voit que c'est un patient, par exemple, les chauffeurs de taxi ou autres qui vont être dans des environnements plutôt fermés, très chauds, c'est un facteur de risque. Donc, il faut savoir bien faire son interrogatoire. L'interrogatoire dans l'infertilité, il a une importance capitale. Parce que c'est avec un bon interrogatoire qu'on va arriver déjà à bien orienter notre cause de la fertilité. Donc, voilà, il faut toujours demander la profession. Oui. Par rapport à la chaleur, donc, est-ce que c'est réversible Oui, c'est quand il réversible. change d'atmosphère? C'est tout à fait réversible. Je vous ai dit d'ailleurs, bon, vous allez trouver ça drôle. Dans la contraception, il y a une sorte de, c'est comme une sorte de slip ou un truc comme ça, qui remonte les testicules vers le haut. Et si il porte ça pendant, alors je ne me rappelle plus si c'est 12 heures ou autre, donc ça va avoir comme un effet, donc voilà, il ne va pas y avoir de spermatogénèse et ça permet donc une bonne contraception. Alors, une seconde, je vais vous vérifier la durée parce que je l'ai à côté. Je vais bien vous expliquer. Mais oui, c'est tout à fait réversible. C'est tout à fait réversible. Contrairement à tout ce qui est vasectomie où il n'y a pas de retour en arrière. Alors, une seconde. Voilà, on appelle ça la contraception masculine thermique.
Donc ça permet de remonter les testicules près de l'orifice externe des canaux inguinaux. Et donc ça va élever la température de 2 degrés et ça va inhiber la spermatogénèse. Après, pour une efficacité contraceptive, il faut au moins 15 heures par jour. C'est-à-dire que s'il ne le met pas 15 heures par jour, il n'y aura pas d'efficacité contraceptive. Donc voilà, bon, voilà, vous allez trouver ça un petit peu ridicule. Bien sûr, on n'a pas l'habitude avec ça. C'est juste pour vous expliquer l'importance du facteur de risque de la profession et dans la fertilité et l'importance de l'interrogatoire. Après, on a les causes mixtes. C'est quoi les causes mixtes? C'est quand il y a c'est quand il y a des causes des deux côtés. Par exemple, s'il y a un problème d'ovulation de la femme, un problème du spermogramme léger, donc là, c'est une cause mixte. Quand il y a une dysfonction érectile et un vaginisme qui va faire que, voilà, il ne va pas y avoir des rapports peut-être complets, là, c'est une cause mixte. Donc voilà, s'il y a un petit problème des deux côtés, là, c'est une cause mixte. Après, il faut savoir que, donc ça, c'est important, il faut savoir que le taux de fécondabilité va augmenter avec la fréquence des rapports. Mais des rapports sexuels un jour sur deux pendant la fenêtre de fertilité, c'est parfait. C'est-à-dire que le couple, ils ne sont pas obligés de faire des rapports tous les jours. Un jour sur deux sur la fenêtre de fertilité, donc il faut savoir que généralement, l'ovulation, elle se fait 14 jours avant les règles. Donc pour calculer environ la fenêtre d'ovulation, généralement, on demande à la patiente son cycle, il fait combien? Si elle vous dit qu'il fait 28 jours, on lui dit qu'il faut avoir des rapports un jour sur deux aux environs du 14e jour, donc généralement à partir du 10e jour jusqu'au 18e jour. Si c'est une patiente qui nous dit qu'elle fait des cycles de 24 jours, là c'est plus vers le 10e jour que va se faire l'ovulation. Donc généralement on calcule 14 jours avant les règles selon la durée du cycle de la dame. On va leur conseiller, on va conseiller au couple d'avoir des rapports un jour sur deux et c'est suffisant, voilà, c'est suffisant pour avoir un taux de fécondabilité optimal. Ensuite, on a les causes idiopathiques. Alors là, c'est quand on a fait un bilan complet sur le versant masculin, sur le versant féminin et qu'il n'y a aucune étiologie qui ressort. Donc là, c'est une infertilité idiopathique. Voilà, donc le bilan étiologique, donc comme je vous ai expliqué, l'interrogatoire, il est vraiment important parce que c'est ce qui va nous orienter. Donc on a l'ancienneté, la fertilité antérieure, est-ce qu'ils ont déjà eu des enfants avec avec un autre partenaire, la fréquence des rapports sexuels, la recherche de consanguinité, les antécédents familiaux, d'anomalies génétiques. Le bilan féminin, donc comme je vous ai expliqué, l'âge, c'est le premier facteur de risque. Ensuite, on a tout ce qui est antécédents gynécologiques, troubles du cycle. Pourquoi irrégularité, trouble du cycle? Parce que ça va peut-être nous orienter vers un trouble d'ovulation. Dysménorrhée, dyspareunie, ça va peut-être nous orienter vers une endométriose. Parce qu'il faut savoir que l'endométriose, il y a des douleurs parfois chroniques, il y a peut-être parfois des douleurs pendant le rapport sexuel dues aux adhérences qui sont occasionnées par l'endométriose. On a les antécédents d'IVG, de fausses couches, de GU. Donc ça, c'est pour voir donc, la perméabilité tubaire ou une notion d'infection génitale haute. Voilà. Ensuite, les antécédents médicaux, c'est tout ce qui peut retentir sur une grossesse ultérieure, tout ce qui peut faire qu'une grossesse ultérieure pourrait être une grossesse à haut risque, parce que si la patiente elle consulte pour une infertilité, il faut profiter de cette consultation pour faire le point et pour dépister toutes les grossesses à haut risque au futur. C'est-à-dire qu'une patiente qui est diabétique, on va aller vérifier son HbA1c, on va s'assurer qu'elle est vraiment dans une fenêtre où elle peut se permettre de faire une grossesse. Si c'est une patiente qui est hypertendue, on va s'assurer qu'on a bien régulé son HbA, qu'il n'y a pas de complications, donc une patiente qui fait une néphropathie, etc. Chez ces patientes-là, donc on va essayer d'optimiser le moment de grossesse, donc d'améliorer les conditions de leur pathologie. Une patiente qui fait une hypothyroïdie, on va d'abord traiter l'hypothyroïdie, puis traiter l'infertilité. Donc il faut bien profiter de cette consultation. Les antécédents de chirurgie pelvienne, pourquoi? Parce qu'elles sont pourvoyeuses d'adhérence. Qui dit adhérence dit obstruction tubaire. Qui dit obstruction tubaire, c'est-à-dire que l'ovocyte ne va pas passer, il ne peut pas y avoir de fécondation. Ensuite, le mode de vie, on va voir est-ce qu'il y a un tabagisme, est-ce qu'il y a une prise d'alcool ou de toxiques. Ensuite, on fait notre examen clinique complet donc de la femme.
C'est le morphotype, la taille, le poids, l'IMC, les caractères sexuels secondaires. Tout ça, c'est important parce que c'est peut-être un pseudo, une mosaïque de Turner. Il faut savoir qu'il y a le Turner comme on le connaît. C'est le X0 où on a une femme de taille, avec d'une petite taille, avec un cou palmé, avec, on va dire, le faciès qui va être un petit peu, qui va nous, comment dire, enfin, on va voir que son faciès n'est pas normal. Elle a un faciès où on suspecte une dyschromosomie. Après, il y a des mosaïques où il n'y a pas forcément toute cette clinique, il n'y a pas forcément ce morphotype. Donc, il faut vraiment faire attention à chaque détail et ça va peut-être nous orienter vers une étiologie qu'on n'aurait pas diagnostiquée si on n'avait pas fait attention. Il faut faire un examen des seins, chercher une galactorée. Pourquoi une galactorée? Parce qu'une hyperprolactinémie, c'est une inhibition de l'axe hypothalamo-hypophysaire, c'est une cause d'anovulation et donc d'infertilité. Palpation de la thyroïde, pourquoi? Parce que l'hypothyroïdie, c'est un facteur de risque d'infertilité. Examen gynécologique, chercher une malformation génitale, des signes d'endométriose. Et puis, comme je vous ai dit, toute patiente qui consulte, toujours, en profiter pour faire tout ce qui est dépistage. Patiente qui consulte à 50 ans pour des douleurs pelviennes, j'en profite pour faire la mammographie. Même si elle n'est pas venue consulter pour ses seins, j'en profite pour faire la mammographie. Je vous en parle surtout, j'insiste surtout parce qu'on est au mois d'octobre, c'est le mois d'octobre rose. Donc il faut sensibiliser autour de vous pour la mammographie de dépistage. Donc on profite pendant la consultation pour faire le frottis cervico-utérin qui n'a probablement jamais été fait. Parce que chez nous, on ne fait jamais de frottis. C'est pour ça qu'il y a plein de cancers du col qui consultent à un stade déjà avancé. Donc le frottis, c'est important. Donc même vous, en tant que généraliste, si vous avez des femmes comme ça qui viennent consulter pour une autre pathologie, c'est toujours bien de demander si elles ont fait un frottis parce que ça va peut-être permettre de sauver une vie. Si on dépiste une lésion précancéreuse, quand on traite une lésion précancéreuse, on a évité à une patiente un cancer. Donc, comme on a dit interrogatoire, examen clinique, et là on va parler de l'examen paraclinique. Donc l'examen paraclinique, on a en première intention, on a tout ce qui est courbe ménothermique. Pourquoi? Bon, après il faut savoir que courbe ménothermique, vous allez trouver dans tous les cours, mais en pratique, personne ne le fait. Pourquoi? Parce que c'est astreignant, c'est-à-dire qu'on va demander à la femme chaque matin, elle va prendre une température rectale avant de poser les pieds par terre, il faut que ce soit tous les jours à la même heure, etc. etc. C'est vraiment astreignant et on peut avoir une idée sur la réalité de l'ovulation autrement. Après, ça fait partie de l'enquête étiologique, du bilan paraclinique, mais en pratique, on ne le fait pas forcément, même à l'étranger, donc pas seulement chez nous. Après, on a tout ce qui est bilan hormonal de première intention qui doit être réalisé entre J2 et J4 du cycle. C'est la FSH, la LH, le stradiolémie, plus ou moins l'AMH. Donc l'AMH, c'est quand on a une patiente qui dépasse les 35 ans, quand on a une échographie, on a des petits ovaires paucifolliculaires, ça veut dire qu'ils n'ont pas beaucoup de follicules, ou quand on a des signes comme ça qui vont nous faire suspecter une insuffisance ovarienne, comme des cycles lents, ou alors des signes climatériques ou autres. Donc quand on suspecte la patiente elle a une insuffisance ovarienne, on va faire l'AMH. L'AMH, c'est quoi? C'est l'hormone anti-mullérienne. C'est une hormone endogène, donc sécrétée par l'ovaire, qui nous renseigne sur la réserve ovarienne folliculaire. C'est-à-dire, elle nous renseigne sur combien il reste encore en réserve de follicules. Voilà. Ensuite, l'échographie pelvienne vers J2, J3, toujours, ça va nous renseigner sur la réserve folliculaire. Par quelle méthode? C'est en comptant le nombre de petits follicules en trop, entre J2 et J3. Ensuite, l'hystérosalpingographie, ça va nous permettre d'évaluer l'intégrité de la cavité utérine et la perméabilité tubaire, parce que comme je vous ai dit, des trompes bouchées, c'est une cause d'infertilité. C'est pas possible de faire une grossesse avec des trompes bouchées. Après, il y a les sérologies obligatoires. On fait systématiquement les sérologies de dépistage. Elles sont obligatoires. Même quand les patientes elles partent en PMA pour une FIV ou autre, ils leur demandent systématiquement les sérologies du mari et de la femme. Ensuite, on a le bilan préconceptionnel. C'est tout ce qui est, comme je vous ai dit, on se prépare à la grossesse. On ne va pas attendre que cette patiente nous fasse une grossesse, revienne à 22 semaines pour se dire, ah purée, on n'a pas vérifié la toxo, par exemple.
Donc, on fait les sérologies préconceptionnelles, rubéole, toxoplasmose. Ensuite, s'il n'y a pas d'antécédent, on vérifie même la varicelle, parce qu'il faut savoir que la varicelle, chez l'adulte, elle peut avoir des conséquences dramatiques. On fait le groupage et le résus, plus ou moins RI. Ensuite, le prélèvement vaginal pour éliminer une infection latente. Alors, PCR, chlamydia, mycoplasme, etc., généralement, on ne le fait pas pour toutes les femmes. C'est surtout pour les femmes. Alors, ailleurs, ils font tout ce qui est dépistage IST pour les femmes à risque. C'est quoi une femme à risque? C'est tout ce qui est femme qui est dans la tranche 25, voilà, jeune, qu'on considère que cette femme a une activité sexuelle plutôt riche. Les femmes qui ont plusieurs partenaires, qui ont un nouveau partenaire depuis moins de 3 mois, qui ont eu accès à l'IVG ou autre. Alors bon, là, je vous parle de choses qui vont peut-être, pour vous, ça ne vous concerne pas ici en Algérie. On ne sait jamais, vous allez peut-être partir sous de meilleurs cieux et vous allez peut-être avoir donc, à répondre à cette question. Donc, je préfère que vous soyez au courant. Donc, chez cette catégorie de femmes-là, qui ont des facteurs de risque, il y a ce qu'on appelle, donc il y a le dépistage des IST, donc tout ce qui est chlamydia, mycoplasme. Et généralement, ça se fait par autoprélèvement, c'est-à-dire que la bonne femme, elle va faire un autoprélèvement vaginal et elle va l'envoyer vers le centre de dépistage. Chez eux, c'est gratuit et c'est anonyme. Voilà. Donc là, c'est un exemple de courbe de température. Voilà. Donc il y a au moment de l'ovulation, ça dépend. Puis hop, il y a le deuxième plateau thermique pendant la phase lutéale. Sous l'effet de la progestérone, il y a la température qui augmente. Ensuite, l'échographie pelvienne, comme vous voyez là, c'est le compte folliculaire. Voilà, il y a 7 petites follicules en trop. Donc là, c'est l'hystérosalpingographie. On voit la cavité utérine, on voit les trompes, on voit même le brassage péritonéal. En deuxième intention, c'est les examens qu'on va demander après avoir eu les premiers résultats et après un bon examen clinique. Donc, on a l'hystéroscopie diagnostique, c'est surtout quand on fait une échographie qu'on suspecte un polype, une hypertrophie de l'endomètre, quand on a un endomètre qui est trop épais, à une période il n'est pas censé être épais. Donc, peut-être que la patiente elle fait une hypertrophie glandulocystique, peut-être qu'il faut aller enlever cet excès d'endomètre, peut-être qu'elle fait un polype, un myome sous-muqueux. Donc, tout ça, c'est avec l'hystéroscopie diagnostique. Peut-être qu'elle fait une endométrite chronique. Une endométrite chronique, voilà, c'est un facteur d'infertilité. Ensuite, on a la célioscopie diagnostique avec l'épreuve de perméabilité au bleu. C'est quand on suspecte, voilà, c'est quand on voit qu'il y a une trompe qui est bouchée ou deux trompes qui est bouchée. Et là, on va peut-être même, peut-être qu'il y a une endométriose qu'on va aller traiter. Peut-être qu'il y a des adhérences voilà, qui gênent qu'on va aller enlever. Ensuite, on a le bilan de deuxième intention. S'il y a une galactorée, on fait une prolactinémie. S'il y a des facteurs de risque d'hypothyroïdie, on fait une TSH. S'il y a une hyperandrogénie clinique, on fait le bilan d'hyperandrogénie. Donc voilà, tout ça, c'est tout ce qui est en deuxième intention, c'est tout ce qui va être orienté par l'examen clinique. Et tout ce qui est, voilà, tous les traits radio qu'on va faire après l'échographie, c'est-à-dire après avoir suspecté quelque chose. Alors la première à droite, tout au fond à droite, avec les deux trous à droite et à gauche, c'est l'hystéroscopie. L'hystéroscopie, c'est une petite caméra qu'on fait rentrer à l'intérieur de l'utérus pour explorer la cavité utérine. Et là, vous voyez, c'est une cavité, on a un endomètre qui est un petit peu atrophique, parce que vous voyez, c'est tout blanc, c'est tout fragile. Et on a les deux trous à droite et à gauche, on a les deux ostia tubaires. C'est les deux petits trous qui partent vers les trompes. Et là, comme vous voyez, ils ont l'air perméables. Ils sont, voilà, du moins sur la partie utérine, la partie de communiquant avec la cavité utérine, elles sont perméables. Après, généralement, on fait un test au bleu de méthylène quand il y a une célioscopie associée. Donc, à côté, c'est un polype pédiculé vu sous hystéroscopie. Et ce qui est en bas, c'est une célioscopie. C'est une vue d'en haut de la cavité pelvienne. On a au milieu l'utérus, de part et d'autre, on a les trompes et les ovaires. Voilà, ça c'est une vue célioscopique. Et en bas, vous voyez ce qui est bleu, c'est quand on fait le test au bleu de méthylène. On injecte du bleu de méthylène à l'intérieur de la cavité par voie basse. Et quand ça passe de part et d'autre des deux trompes, on le voit avec la célioscopie, c'est-à-dire que les trompes, elles sont perméables. Donc voilà, là, c'est par exemple là, cette image, on a un hydrosalpex droit, non, gauche. On a un hydrosalpex gauche, donc gauche parce que voilà, donc il y a un renflement de la trompe.
Et il y a le bleu, on voit bien le bleu qui remplit cette poche d'hydrosalpex. Donc, il faut savoir que l'hydrosalpex, il faut le traiter parce que c'est un facteur d'infertilité, parce que généralement on considère que le liquide qui est à l'intérieur de l'hydrosalpex, il a un effet toxique sur l'embryon. C'est-à-dire que même si elle fait une grossesse grâce à l'autre trompe, s'il y a l'hydrosalpex, il peut être la cause de l'infertilité. D'ailleurs, en FIV, généralement, quand il y a l'hydrosalpex, on préfère carrément enlever la trompe plutôt que laisser l'hydrosalpex. Ensuite, on passe sur le versant masculin. Donc, toujours, un bon interrogatoire, âge, profession, prise de toxiques, antécédents génitaux. Est-ce qu'il y a une antécédent d'ectopie, de cryptorchidie, de torsion testiculaire, de traumatisme testiculaire, de malformation, de chimio, radiothérapie, tout ça. On fait l'examen clinique, le morphotype, la taille, le poids, la pilosité. On va chercher une gynécomastie. Ensuite, l'examen génital. Alors malheureusement, ce n'est pas un examen qui se fait chez nous. Malheureusement, chez nous, le gynécologue, il fait l'interrogatoire, etc. Mais dès qu'il s'agit d'examen gynécologique, on l'envoie chez chez l'urologue. Donc en principe, on est censé faire un examen testiculaire, vérifier est-ce qu'il y a une varicocèle, est-ce que c'est des testicules de taille normale, est-ce qu'ils ne sont pas atrophiés, est-ce qu'il y a une présence de canaux différents. Donc ensuite, on va aller chercher, ensuite on va passer vers l'examen complémentaire. Alors l'examen complémentaire sur le versant masculin, c'est quoi? En première intention, c'est le spermogramme, le spermocytogramme, puis ici il y a des facteurs de risque, ou des signes cliniques qui nous orientent, la spermoculture, et les sérologies obligatoires IST. Donc ça, c'est en première intention. Ensuite, en deuxième intention, ça, c'est selon les résultats. S'il y a une azoospermie oligoastérotératospermie sévère, là, on va penser à faire un karyotype. Parce que c'est peut-être d'origine chromosomique et qu'il y a une pathologie qui fait qu'il y a une OAT, donc une oligoastérotératospermie. On fait un bilan hormonal parfois, parce que parfois c'est d'origine centrale. On fait une échographie testiculaire pour vérifier s'il n'y a pas une varicocèle à opérer. Donc voilà, là c'est un exemple d'un spermogramme. Donc j'attends pas de vous que vous appreniez les normes du spermogramme. D'accord? Donc ça, même nous, on ne les connaît pas forcément. Mais c'est pour que vous ayez une idée sur un spermogramme, sur les valeurs de référence selon l'OMS. Donc, on a vu le versant masculin, le versant féminin, on a vu le versant masculin. Ensuite, on va faire le bilan du couple. Le bilan du couple, c'est quoi? C'est le test post-coïtal, qui n'est plus systématiquement demandé, mais qui est parfois prescrit. Pourquoi? C'est quand on doute de la réalité de l'éjaculation. C'est-à-dire qu'on va faire un prélèvement 8 à 12 heures après le rapport. D'accord. Pour avoir des paramètres spermiologiques optimaux, pour être sûr que, parce que voilà, c'est ce qu'il y a. Donc généralement, c'est après 3 jours d'abstinence, on demande à la femme de ne pas faire de toilette vaginale après le rapport. On va prélever de la... Oui. Parce que ça a bugué. Vous pouvez refaire le test. Le test post-coïtal. Donc le test post-coïtal, il n'est pas systématiquement demandé. Il est demandé quand on doute de la réalité du rapport. C'est-à-dire quand on n'est pas sûr que le rapport a été complet, qu'il n'y a pas eu éjaculation. Donc là, généralement, on va aller partir prélever 8 à 12 heures après le rapport sexuel. Après, il faut savoir, on conseille à l'homme de faire ce rapport après 3 jours d'abstinence pour avoir des paramètres spermiologiques parfaits. Ensuite, on va analyser la qualité de la glaire, l'abondance, la filance. On va vérifier le comportement des spermatozoïdes dans la glaire. Pour être sûr, est-ce qu'ils sont mobiles et est-ce qu'il y a des spermatozoïdes dans la glaire. Voilà, là c'est un petit résumé. Je vous ai fait une photo sur un de mes livres où il y a le bilan paraclinique, voilà, la conduite de première intention, deuxième intention et le bilan du couple. Voilà. Le traitement, donc ça va dépendre de l'étiologie. Donc on a des thérapies médicales, chirurgicales sur la fertilité masculine. On peut aller, si un OPK, on va aller traiter le problème d'ovulation, on va induire une ovulation. Si c'est un facteur tubo-péritonéal, on va essayer de faire peut-être une microchirurgie sur les trompes pour essayer de reperméabiliser ces trompes. Si elles sont toutes les deux bouchées, que les trompes sont de mauvaise qualité, là, on va peut-être passer vers une PMA.
c'est-à-dire vers une fécondation in vitro. Euh, voilà. Ensuite, le facteur utérin, c'est tout ce qui est problème endométrial. C'est-à-dire s'il y a une endométrite, on va traiter avec des antibiotiques. S'il y a un polype, que c'est le seul facteur de risque, on va enlever ce polype. S'il y a un fibrome et que c'est le seul facteur de risque, on va enlever ce fibrome. On va chercher une cause cervicale. Et puis à la fin, on a les causes, les techniques de PMA, c'est insémination intra-utérine, FIV, ICSI. ICSI, c'est l'injection intracytoplasmique du sperme, du spermatozoïde. Voilà. Donc la conclusion, c'est que 15 à 20% des couples vont consulter pour une difficulté à concevoir, que les données de l'interrogatoire permettent d'orienter vers un diagnostic étiologique, que l'examen clinique doit être méthodique et complet chez la femme et chez l'homme. Voilà, et que c'est ça qui va nous permettre d'avoir une étiologie et donc de traiter cette infertilité. Et merci. Alors, des questions? Docteur, s'il vous plaît, Oui? vu que l'hypothyroïdie donc, est fréquente, par exemple en Algérie, est-ce qu'on doit pas faire le bilan de première intention, la Alors, si, TSH? si. Moi, personnellement, quand j'ai